le journal. Il est 12h30 sur les méridiens de Greenwich, 14h30 à Ishasha dans le Nord Kivu. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est midi actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal qui consacre une part belle à la santé. Fidèle au poste, Diane Balaka est avec moi pour cette session d'information. Bonjour Diane. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il y en a 16 000 doses de vaccins qui sont arrivées à Kinshasa pour doper la lutte contre la maladie à virus Ebola. C'est un coup d'accélérateur pour endiguer la propagation du virus, tant au niveau du personnel soignant que des malades. Le directeur général de l'Institut national de santé publique, le docteur Dieudonné Mwamba Kazadi, s'est exprimé sur les effets attendus de cette approche prophylactique. Il est au micro de Mbalkaïj. Arrivé par l'aéroport international d'Ndjili, le premier lot de vaccins, 16 520 doses Hervébo au total, destinées à renforcer la riposte de la République démocratique du Congo contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola, va permettre de juguler la chaîne de contamination de cette maladie. Pour le directeur général de l'Institut national de la santé publique, INSP, ces vaccins constituent un début de réponse à cette 17e épidémie. Nous venons de recevoir le week-end dernier un lot des premiers vaccins qui est arrivé. Donc c'est le vaccin Hervébo. C'est un vaccin qu'on connaît déjà au niveau de l'RDC parce qu'on a eu à utiliser ce vaccin contre la dernière épidémie de la maladie à virus Ebola, la souche Zaïre. Il pourra freiner la propagation de la maladie parce que nous voulons déjà protéger les autres provinces et les provinces qui sont faiblement touchées. Quelle est la stratégie à utiliser pour administrer ce vaccin? Il y a de l'espoir. Nous voulons faire une vaccination ciblée. Prioritairement, nous allons commencer avec les personnels de première ligne. Et après, progressivement, nous allons étendre cette vaccination en ceinture, en commençant par les contacts à haut risque, puis les contacts des contacts. Nous allons continuer avec les autres mesures qui sont déjà en cours, notamment continuer avec la surveillance épidémiologique pour suivre, détecter rapidement les cas, suivre les contacts, isoler les malades et les traiter, poser le diagnostic, communiquer sur la maladie. Donc toutes ces autres interventions de santé publique demeurent et doivent être renforcées en plus de la vaccination que nous allons amener. L'observance des mesures sanitaires reste de strictes applications pour barrer la route à cette maladie. À noter que ces doses de vaccins sont financées par Gavi, l'Alliance du vaccin. Elles font partie d'un lot de 50 120 doses attendues en République démocratique du Congo. Les vaccins ainsi livrés ont été fabriqués en Allemagne par MSD et transités par la Suisse, le Luxembourg et la Belgique avant leur arrivée à Kinshasa. Plusieurs alertes des cas avérés, des décès enregistrés dans la province du Haut-Uélé. La sensibilisation des masses s'érige en rempart contre ce sombre tableau de la maladie à virus Ebola. Le gouverneur Jean-Bakoumi Ngambo a lancé la campagne de sensibilisation maximale de la population et d'engagement communautaire pour venir à bout de cette épidémie. C'est un reportage de Damas Essolé. La maladie à virus d'Ebola dans le Haut-Uélé, un véritable péril en demeure plus qu'en 2012. En tant que numéro 1 de son entité, le gouverneur Jean-Bakoumi Ngambo tire la sonnette d'alarme. D'où la convocation en cette salle polyvalente de sa résidence officielle d'une journée de sensibilisation des masses et d'engagement communautaire à laquelle participent toutes les couches socio-professionnelles, les élus nationaux et provinciaux et les membres de la task force provinciale de lutte contre cette épidémie. Face à l'ampleur de la maladie et à la létalité observée dans les 6 zones de santé à problème, sur les 13 que compte la province, les discussions sont chaudes, les échanges sont tabous et d'une seule voix. Tout le monde s'accorde à dire stop, Ebola. Nous avions vraiment demandé à ce que nous renforcions la communication ainsi que l'engagement communautaire. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ça, pour que la communauté s'approprie la lutte contre Ebola. Le président de la République a fait de cette question une priorité absolue, que nous devons tous ensemble lutter contre cette épidémie. Au nom de ses pairs, l'honorable Geneviève Inagossi Boulokasongo salue l'approche de l'autorité provinciale
invite chacun à prendre conscience du danger et plaide pour une bonne prise en charge des malades par le gouvernement central. Je suis vraiment inquiète de constater qu'ici, la riposte n'est pas prise en charge. Je n'ai trouvé aucun centre de traitement à virus Ebola qui réponde aux normes. Alors j'interpelle tous le gouvernement de suivre l'exemple du président de la République qui est lui-même le responsable de la task force pour intervenir. Et les partenaires du gouvernement, OMS et les autres, venez à Isiro. On ne peut pas riposter Ebola à partir de Kinshasa. Le ministre de la Santé, vous êtes attendu à Isiro dans le Haut-Tuélé pour venir prendre en charge la riposte et sur place. Et cette séance marque le coup d'envoi d'une sensibilisation de proximité contre Ebola sur toute l'étendue de la province du Haut-Tuélé. Au regard de la persistance de la maladie à virus Ebola, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Jacquemain Chabani a présidé une réunion mixte en présentiel pour certains et par visioconférence pour d'autres, consacrée à l'accompagnement administratif dans les provinces du Bas et Haut-Tuélé, des Littoris du Nord et Sud Kivu et de la Tchopo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rappelé la responsabilité de l'autorité provinciale dans la création des conditions administratives, politiques, sociales et sécuritaires nécessaires pour la riposte contre Ebola. Bobonan Mokonzi pour le reportage. Une réunion qui intègre à la fois l'approche sécuritaire efficace pour la protection civile et la sensibilisation de la population contre la maladie d'Ebola dans les provinces du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, des Littoris, du Nord et Sud Kivu et de la Tchopo. Pour renforcer l'accompagnement administratif et sécuritaire, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, appelle les gouverneurs de province et les comités de sécurité des provinces touchés par cette épidémie à prendre toutes les dispositions nécessaires pour créer un environnement administratif, politique, social, sécuritaire favorable pour la riposte contre cette maladie. Joseph Kinzo, directeur général de la protection civile, fait l'économie de la rencontre. De cette réunion, il est ressorti des recommandations importantes, dont le renforcement de l'engagement communautaire, où il y a nécessité et urgence que les confessions religieuses, le mouvement citoyen de la société civile globalement et toute une mobilisation communautaire nécessaire à ce que la population puisse s'approprier cette lutte, puisqu'on sent que le pays est menacé par cette épidémie, mais avec l'engagement de tous, il y a possibilité de barrer la route à l'épidémie et pouvoir couper la chaîne de transmission. Une réunion mixte par visioconférence en présence de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Thiela, du représentant de la Santé, ainsi que des principaux responsables des services de sécurité, de la protection civile et de l'administration territoriale. Dans le cadre de la célébration de 20 ans d'existence de l'Ordre national des infirmiers du Congo, une campagne de prélèvement volontaire et gratuit de la tension artérielle et de la glycémie a été lancée au site de la fonction publique par l'inspecteur général Komba Djeko. C'est un reportage d'Anastasie Doumbou, Bobete Yenga et Papi Mbongo. L'Ordre national des infirmiers du Congo se veut plus proche de la population en dehors des hôpitaux où ils sont toujours au chevet des malades. Pour le 10e anniversaire de l'ONIC, les infirmiers ont choisi d'aller vers les malades qui s'ignorent pour une campagne de prévention de l'hypertension et du diabète. Site choisi, les bâtiments de fonction publique. Derrière cet engagement de l'ONIC, il y a un souci, prévenir certaines complications comme la mort subite et améliorer la prise en charge du diabète, un véritable défi de santé publique. À cette occasion, le président de l'ONIC, Komba Djeko, a remis un moniteur multifonctionnel à la satisfaction des bénéficiaires. Cette campagne, démarrée le 31 juillet, se déroule à Kinshasa et en province. Prochaine étape, les entreprises publiques comme la RTNC et la Banque centrale, car la prévention n'est pas une option, mais plutôt organisation. Venir en aide aux déplacés nécessite la conjugaison d'efforts de tous. Le journal se poursuit avec Diane Balaka.
Les militaires des OCHA unissent leurs efforts au chevet des déplacés. Dimanche dernier, une rencontre stratégique a réuni le gouverneur militaire et les responsables humanitaires au menu des échanges, planifier un retour sécurisé des populations dans les zones d'origine tout en évitant une crise sanitaire. Junior Selemani. L'administration militaire et les acteurs humanitaires unissent leurs efforts pour le retour de personnes déplacées dans leurs villages respectifs. Au-delà de leurs conditions de vulnérabilité précaires liées aux conflits armés, ils sont exposés à la contamination de la maladie à virus Ebola. Cette situation a fait l'objet ce dimanche 23 août courant d'une rencontre entre le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Kassongo Mulumba Gabi et le chef de bureau d'Ocha, basé à Kinshasa pour Alain Ouattara. Une mobilisation de la communauté humanitaire s'impose pour une réponse urgente. Il y aura des missions qui vont aller essayer de comprendre un peu quels sont ceux qui vont rentrer, comment est-ce qu'il est possible de les accompagner dans leur retour. Parce que le fondamental pour les gens, c'est la sécurité dans leur milieu d'origine. Une fois que cette sécurité est établie, les gens ont confiance. Donc ils vont retourner pour pouvoir cultiver et devenir sorti de la dépendance alimentaire, sorti de la dépendance de l'accès aux services sociaux de base. Quelqu'un qui n'a pas déjà l'accès à l'eau, les mesures barrières deviennent très compliquées. Et notre rôle, c'est de renforcer les efforts du gouvernement pour renforcer l'accès aux services sociaux de base, notamment à l'eau, aux médicaments et ainsi de suite, pour permettre un peu de soulager ces populations-là. Notons que, lors de sa récente tournée dans la région de Fata-Kiboulé, le commandant des opérations et gouverneur militaire avait rassuré à ces personnes en situation difficile de la détermination du gouvernement à sécuriser cette région afin de leur offrir des conditions favorables pour leur réinstallation communautaire. Un vœu ardent du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 12 chefs de bande, infopoliciers, 4 FARDC et 9 policiers interpellés à Moamba ont été présentés vendredi 21 août dernier à la population par le commissaire divisionnaire Israël Kantou. Les 5 militaires et les 9 policiers sont présumés impliqués dans les derniers troubles survenus sur la route bypass entre les habitants du quartier Ngilima et ceux du camp Kabila. La dispute entre les jeunes présentés comme des Koulouna avait dégénéré jusqu'à impliquer les forces de l'ordre et de sécurité, certains ayant fait usage de leurs armes en faveur des camps qu'ils avaient choisis. Les dégâts matériels importants avec des maisons incendiées ont été enregistrés durant les 4 jours de ces troubles. Grâce à la vigilance des services de renseignement du commissariat provincial de la police civile de Kinshasa, les principaux meneurs de ces troubles ont été appréhendés en vue de leur traduction en justice et de l'organisation d'un procès exemplaire. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a, à cette occasion, appelé la population à dénoncer tous ceux qui auraient échappé au filet de la police. Dans le même ordre d'idées, il a interpellé les troupes réunies, les appelant à redoubler d'efforts dans la traque des mauvais citoyens qui s'investissent dans la perturbation de la paix sociale à Kinshasa. Il leur a également interdit de recourir au vimba-vimba des éclaireurs ou des informateurs dans leurs opérations, insistant sur la nécessité de mener des interventions dans le strict respect des règles et des procédures professionnelles. Restons dans l'actualité avec ces chapitres sécuritaires à Kinshasa. Coup de filet de la police à Mongafula. 4 présumés criminels sont tombés dans les filets des forces de l'ordre après un échange de tirs dans le quartier Maman Mobutu. Une opération menée par le colonel Frédéric Lifengue, commandant du SIAT urbain, qui a permis de récupérer plusieurs biens présumés volés. Une action qui vient rassurer la population de ces coins de la capitale. Chimène Dondo. Ils ont tiré, la police a riposté et leur cavale s'est brutalement arrêtée. À Mongafula, un coup de filet spectaculaire a permis l'interpellation de 4 présumés criminels après une opération menée par le colonel Freddy Lifengue, commandant du SIAT urbain dans le quartier Maman Mobutu
Les forces de l'ordre ont affronté ces bandits armés lors d'échanges de tirs avant de parvenir à le maîtriser. Soupçonné de plusieurs actes criminels, il serait notamment impliqué dans de vols qui ont plongé plusieurs habitants dans l'inquiétude. Les victimes ont reconnu certains biens et plusieurs objets auraient déjà été récupérés. Une intervention saluée par la population. Dans la nuit de vendredi à samedi, ces présumés malfrats auraient frappé sur l'avenue Moseka, emportant une importante somme d'argent, de téléphones et d'autres biens de valeur. Le message de la police est clair. La traque de bandits armés se poursuit. Situé à 55 km de l'aéroport de Ndjili, à Menkaou, dans la commune de Maluku, le village Mbokapolo a abrité lundi 20 août dernier la clôture de la réunion annuelle d'évaluation de l'inspection scolaire 2025-2026. Les participants ont évolué l'année écoulée et formulé des recommandations pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. C'est un reportage de Lucie Lavichi-Senda et Patrick Kachala. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'école en RDC à Menkaou. L'inspection scolaire se modernise et après l'évaluation de l'année 2025-2026, les inspecteurs généraux adjoints et inspecteurs principaux provinciaux des 60 provinces éducationnelles ont assisté à la pose de la première pierre d'un futur centre d'excellence et d'innovation éducative Raissa Malou. Au cœur de cette transformation, la numérisation de l'inspection pour mieux contrôler, suivre et accompagner les établissements scolaires. Pour 2026-2027, nous voulons faire de cette année une année de rupture avec la fraude, la tricherie, la complaisance et toutes les pratiques qui affaiblissent la crédibilité de notre système éducatif. Mais l'intégrité ne commence pas le jour de l'examen d'État. Elle se construit tout au long de l'année, dans la manière dont les élèves sont évalués, dont les écoles fonctionnent et dont l'inspection exerce elle-même sa mission. L'inspecteur doit être exigeant, mais juste. Implanté sur près de 3 hectares, le centre réunira espace de formation, bureaux, salles de réunion, hébergement et infrastructures sportives. Je voudrais féliciter l'inspecteur général et toute l'inspection scolaire pour ce magnifique projet de centre d'innovation et d'excellence. Nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous construisons la nation. Notre rôle est absolument important. Financé sous fonds propres de l'inspection générale, dirigée par Hubert Kimbonza, ce projet se veut un nouveau levier pour une école congolaise plus performante, mieux suivie et tournée vers l'excellence. Avec cette stratégie nationale d'irrigation, ce document qui permet aux agriculteurs de faire face au choc climatique a été vulgarisé au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général à l'agriculture en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Reportage Tonton Makele Marie Kalong. La RDC dispose d'un potentiel hydrique exceptionnel parmi les plus vastes du continent africain. Malgré cette richesse naturelle, son agriculture demeure encore vulnérable aux aléas climatiques. La stratégie nationale du développement de l'irrigation va permettre à la RDC de répondre aux exigences climatiques afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le secrétaire général à l'agriculture, Benjamin Bamoninga, a salué les avancées de cette stratégie. Il a fallu que dans les secteurs de l'agriculture et sécurité alimentaire, d'avoir une stratégie nationale dans l'irrigation. Le ministère a décidé d'avoir cette stratégie pour booster l'irrigation et maintenant ça sera des plans d'action. Cette stratégie nationale de développement de l'irrigation a été initiée par le gouvernement de la République avec l'appui technique de la FAO. Pour le représentant de la FAO en RDC, Akman Maradi, cette rencontre marque la clôture du projet et le début du processus de mise en œuvre de cette stratégie de développement. La stratégie qui nous réunit aujourd'hui porte une vision ambitieuse et structurante pour le développement de l'irrigation en République démocratique du Congo. Elle ambitionne de valoriser durablement les importantes ressources hydriques du pays à travers une gestion efficiente et responsable de l'eau, tout en créant un environnement favorable aux investissements publics et privés. Elle prévoit également le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des différents acteurs du secteur, ainsi qu'une amélioration de l'accès des producteurs aux infrastructures, technologies et services d'irrigation
adaptées à leurs besoins. À l'issue de ces travaux, la FAO a réaffirmé la poursuite et le renforcement de sa collaboration avec le gouvernement de la République, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les organisations paysannes et les communautés locales pour traduire en actions concrètes les orientations portées par la stratégie nationale de l'irrigation. Aux affaires sociales, on réorganise pour mieux agir. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo-Diatta, a lancé la rationalisation des services dédiés aux personnes vivant avec handicap pour une administration plus efficace. Betty Amani. Réorganiser l'administration pour mieux répondre aux besoins des personnes avec handicap, c'est le défi lancé depuis le week-end par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Au cœur de cette dynamique, Maître Irène Essambo-Diatta, ministre déléguée, qui a ouvert les travaux d'un atelier consacré à la restructuration des 3 directions historiques issues des affaires sociales et à la mise à jour du cadre organique du secrétariat général aux personnes vivant avec handicap. Parce que depuis 2024 que cette administration existe, ça existe avec des structures normatives. Alors, il faut qu'il y ait aussi des structures d'opérationnalisation qui se rallient à chaque catégorie du handicap. Et en même temps aussi, il y a des services que nous avons hérités du secrétariat général des affaires sociales qui demandent d'être intégrés dans notre secrétariat général. Pendant 10 jours, les cadres et experts planchent sous la refonte de l'Institut national pour aveugles, INAV, de la direction des coordinations des activités de réadaptation des personnes handicapées, d'ICOREFA, et du service national de réadaptation, apprentissage, placement et reclassement socio-professionnel des aveugles du Congo, Sénarac. Objectif: appliquer immédiatement les recommandations des commissions. L'enjeu et détail: transformer l'administration en un outil concret d'inclusion et de défense des droits des personnes avec handicap. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général en charge des personnes vivant avec handicap, François Kassandalou Membou, et du secrétaire général à la fonction publique chargé des rentiers. À Kinshasa, la commune de Ndjili poursuit sa transformation. Le bourgmestre, le notable, la diaspora inspectent les chantiers des transformations de la commune lancés sous Félix Tshisekedi. Suivez ces reportages de Rodé Panda. Des notables d'Ndjili et des membres de la diaspora ndjiloise ont effectué une visite de terrain pour constater l'état et l'évolution de ces différents ouvrages. Nous, on va soutenir et puis l'accompagner pour la sensibilisation. Et puis, si nécessaire, on va aider pour les matériels. Comme déjà, on avait entamé pour les installations de lampadaires solaires, puisque l'éclairage public, on a fait tant de trucs là. Parmi les infrastructures visitées, les complexes sportifs de Sainte-Thérèse, les axes Maître Croquet et Luemba, réhabilités en béton armé, l'éclairage public, ainsi que la nouvelle maison communale. Nous, de la SADEN, si nous avons un projet, on l'informe toujours. Nous sommes en contact avec lui. Nous avons commencé avec les lampadaires. Bientôt, nous allons tenir un atelier pour appuyer le PLD, le plan de développement de la commune. Nous allons tenir un atelier ici dans la commune. Nous allons avoir une séance de travail avec lui pour lui expliquer comment nous allons procéder à cet atelier. Des réalisations qui viennent répondre à certains besoins d'une commune confrontée depuis plusieurs années à la dégradation de ses voiries et aux difficultés d'assainissement. Nous lançons les messages de la sensibilisation et que les 3 structures sont devenues comme nos ambassades, dont les membres des 3 structures sont devenus des ambassadeurs de ce qu'ils ont vu ici. Alors nous sommes appelés tous à préserver toutes ces infrastructures que nous avons bénéficiées sous la vision et le leadership du président de la République. En Ndjili, l'enjeu est désormais de préserver ces acquis, mais aussi de poursuivre la modernisation des infrastructures et l'amélioration des cadres de vie des habitants. La lutte contre les érosions sur la bonne voie dans la commune de Ngaliema, en itinérance dans le quartier de Ngomba Kikusa, notamment à Boadi et Massissi. L'ancien bourgmestre notable de la municipalité a salué les réalisations supervisées par l'OVD. Les détails avec Cédric Kenina. En itinérance dans sa municipalité, l'ancien bourgmestre d'Ngaliema, Dieu merci Maïbazi Luanga, s'est rendu à Boadi et Massissi pour constater l'évolution des travaux d'endiguement des érosions exécutés par la société Safrimex sous la supervision de l'Office des voiries et drainage.
Une descente qui, selon lui, témoigne de la concrétisation des plaidoyers des habitants auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces notables de Ngaliema, ces travaux redonnent espoir aux populations longtemps menacées par l'avancée de ces ravins. Il y avait quand même le désespoir qui commençait à envahir les habitants de cette contrée. Beaucoup de gens ils commençaient déjà à quitter cet espace, cette contrée. Notre joie est vraiment immense parce que nous constatons sur le terrain qu'il y a une évolution significative, mais aussi rapide de la manière où les travaux s'exécutent sur le terrain. C'est pour cela ici, nous remercions le commandant suprême, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes un bâtisseur, preuve que là où vous passez, il y a toujours du béton. Ce que nous pouvons dire à la population riveraine de cette contrée, de prendre ces travaux à cœur. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre que c'est pour leur nécessité, c'est leur bien. Une réponse aux attentes des riverains, saluée comme un geste d'humanisme et de responsabilité envers les populations de Ngaliema. La société civile Né-Congo s'implante désormais dans le district de la Tchangou avec l'installation de son nouveau siège. Cette structure citoyenne promet des actions concrètes, la prise en charge médicale gratuite, l'autonomisation de femmes et l'accomplissement de jeunes vers l'entrepreneuriat, une initiative qui vise à sensibiliser la population au patriotisme et à améliorer ses conditions de vie. Regardons. Loin d'être un simple slogan, le patriotisme s'est traduit en actes. Installation d'un nouveau siège, soins gratuits pour les plus vulnérables, autonomisation de femmes et accompagnement de jeunes. La société civile Né-Congo affiche ses ambitions au plus près de la population. Le district de Tchangou est une parfaite illustration. Devant les habitants, son président national, Elvin Toulomba Malembe, a appelé à un sursaut civique pour bâtir une nation plus forte. Il promet notamment d'accompagner la jeunesse face au chômage et de soutenir l'entrepreneuriat. Je fais appel à toute la population de Tchangou de venir adhérer dans cette méga plateforme qui inspire. Nous avons annoncé, n'est-ce pas, la mise en place d'un centre de santé et aussi, dans les jours à venir, la formation de nos mamans. Autre engagement, la construction prochaine d'un centre de santé moderne, présenté comme une contribution à la couverture santé universelle. On retrouve Edith Chala pour la suite de l'actualité. Merci Diane. L'église saniérienne du Saint-Esprit s'agrandit. 22 nouveaux pasteurs de cette église ont été consacrés au cours d'un grand culte tenu le dimanche 23 août dernier à la cité du prophète Sanière à la Verre, au village Ankou, dans la commune de Lansele. Un reportage de Myriam Deke et Gir Kabamba. L'œuvre du prophète Sanière à la Var se pérennise au sein de l'Église. Relayée par les apôtres témoins sous la conduite du représentant légal de l'Église saniérienne du Saint-Esprit et c'est en sigle Mawissa Kambai Fulgence, cette œuvre continue de faire les échos et s'avance à la visite supérieure. Après avoir consacré plus de 10 pasteurs à Lubumbashi en 2025, il vient de consacrer 22 nouveaux pasteurs dans la ville-province de Kinshasa, le 23 août 2026 dans son site dénommé Cité du prophète Sanière à la Verre dans le village Ankou, dans la commune de Lansele. C'était en présence de fidèles venus de tous les coins de Kinshasa et d'ailleurs. L'officiant du jour, Mawissa Kambai Fulgence, a exhorté ses pairs à bien mener leur mission tout en respectant la vision du prophète Sanière à la Verre Songonzi Latulanda. Vous devez ainsi gérer devant les fidèles et l'Église de respecter votre engagement selon la vision de notre prophète. La parole s'envole, les écrits. Il s'est de noter que cette consécration a été précédée par la retraite des anciens pasteurs, de coordonnateurs et de chefs des districts ecclésiastiques de l'Église saniérienne du Saint-Esprit qui sont venus de partout sur toute l'étendue du territoire national. Moment de prière, mais surtout de joie qui prouve à suffisance la détermination des apôtres à persévérer dans cette mission pour la propagation de la bonne nouvelle visant la restauration sociale.
Nous restons dans la religion. La chorale Elikia de la paroisse Saint-Tarsis de Mongafula a célébré ses 40 ans de louanges et de services au sein de l'église. C'était au cours d'une messe d'action de grâce dite le dimanche 23 août 2026 en présence de nombreux fidèles et anciens choristes. Cette célébration eucharistique a constitué un véritable moment d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu pour les 40 ans d'existence de la chorale Elikia de la paroisse Saint-Tarsis de Mongafula. De nombreux fidèles et invités sont venus partager ces moments de bonheur et de communion fraternelle. Dans son homélie, le curé de la paroisse a félicité les membres de cette chorale pour leur fidélité et engagement au service du Seigneur. À cette occasion, des brevets des mérites leur ont été octroyés sous les ovations de l'assistance. Motif de fierté pour le président de cette chorale, Alexis Bala. Les 40 ans, c'est un chiffre qui représente beaucoup de choses. La chorale Elikia peut se dire aujourd'hui mature parce qu'elle a totalisé 40 ans d'existence. C'est un âge d'accomplissement, c'est un âge de transition d'un lieu vers un autre et c'est un âge de maturité. Et donc, après ceci, nous comptons faire de grandes choses pour le compte de la chorale afin que nous puissions réellement faire voir à la face du monde que notre chorale Elikia a aujourd'hui totalisé les 40 ans, un âge de la maturité. 40 années d'existence, âge de maturité pour une chorale, ça c'est fait. Roger Kalinga, porte-parole adjoint du chef de l'État, est dans nos murs pour la lecture d'une série d'ordonnances juste après la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. N'oubliez pas de signer la pétition pour les génocides en République démocratique du Congo. Partagez les liens que vous pouvez obtenir en scannant les QR codes omniprésents sur notre écran. Merci à Blondine Mangbaou qui a travaillé à la rédaction de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Dans l'entretemps, bonne suite des programmes sur la télévision nationale.